Et d'abord, on fait le point sur cette centrale nucléaire de Fukushima qui reste ce soir hors de contrôle. Pour la première fois, je vous le disais, 2 employés gravement irradiés ont été hospitalisés. Il s'agit des fameux liquidateurs. Stéphanie Pérez, Chloé Cormery. Ce sont les premières victimes de la radioactivité. Pour les accueillir, le personnel médical de l'hôpital de Fukushima a revêtu des combinaisons de protection. Sécurité maximale. Les 2 employés irradiés sont d'abord lavés, puis examinés dans un service spécialisé. Ils souffrent de brûlures. Ils ont été exposés à des taux de radioactivité 2 fois supérieurs au seuil à partir duquel les risques de cancer augmentent. Ces employés tendaient des câbles dans la zone du réacteur 3. Ils ont leur dosimètre pour mesurer leur exposition aux radiations. Mais par inadvertance, ils ont mis les pieds dans de l'eau. Et cette eau contenait des niveaux élevés de substances radioactives. Ils ont été exposés à une dose de plus de 170 millisieverts. Les autorités ont communiqué quelques rares photos de ces hommes qui tentent de reprendre le contrôle de la centrale et que les Japonais considèrent comme des héros. Ils sont environ 300, techniciens et pompiers. Personne ne connaît leur visage. Aujourd'hui, ils ont repris le travail pour tenter de refroidir le réacteur numéro 3. Le Japon a les yeux rivés sur eux. Le pays espère que leur sacrifice ne sera pas vain. Et si l'électricité a été partiellement rétablie, je vous le disais, les circuits de refroidissement ordinaires n'ont toujours pas pu être remis en route. Bonsoir Alain Chalvron, vous êtes en direct d'Osaka. C'est votre dernière intervention après quasiment 15 jours sur place. Sur quel constat, sur quel sentiment quittez-vous le pays ? Écoutez, je crois qu'on a évité la catastrophe apocalyptique type Tchernobyl, encore que le réacteur numéro 3 suscite bien des inquiétudes. Mais on a vécu une catastrophe plus importante que ce qu'on nous a fait croire. Par exemple, lorsque le gouvernement japonais nous disait qu'il était possible que les réacteurs entrent en fusion, les réacteurs étaient en fusion jusqu'à 70% pour le numéro 1. Alors, il y a eu des enceintes de confinement qui ont été endommagées, les piscines sont fissurées. Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir vivre avec des lâchers radioactifs plus ou moins importants chaque jour. Ça veut dire qu'il va falloir surveiller la nourriture, surveiller l'eau, surveiller la pêche, qu'il va falloir vivre avec une possibilité de se réfugier, de se confiner dans des lieux prévus, chez soi ou au bureau. Ça veut dire qu'il faut vivre avec, c'est une vie nouvelle et ça n'est pas simple tant qu'on n'aura pas réussi à réparer définitivement les enceintes de confinement et les piscines. Ça veut dire pendant très longtemps, tant il est vrai qu'on n'arrête pas le brouillard, comme dit un proverbe japonais, on n'arrête pas le brouillard avec un éventail. Sur l'évolution de la situation du côté de la centrale de Fukushima au Japon, situation qui reste ce soir imprévisible, déclaration aujourd'hui du Premier ministre japonais, alors qu'une fuite a été détectée sur une cuve du réacteur numéro 3 et que le rétablissement de l'électricité dans la centrale pour l'instant piétine. Le point complet en images avec Hélène Bonduel. Ce sont les dernières images aériennes de la centrale. Elles datent de mercredi et ont été rendues publiques aujourd'hui par l'armée japonaise. On peut y voir l'état de délabrement maximal des réacteurs. Et la cuve du réacteur numéro 3 s'est encore endommagée, faisant redouter une fusion de combustible nucléaire et de métaux fondus qui entraînerait des rejets radioactifs. Le Premier ministre a reconnu que la situation était préoccupante. La situation à Fukushima reste très imprévisible. Nous déployons tous nos efforts pour qu'elle n'empire pas. Nous devons rester extrêmement vigilants. Et on commence par ces nouvelles inquiétudes autour du 3e réacteur de la centrale de Fukushima. Une situation qualifiée d'imprévisible par le Premier ministre japonais. Une expression une fois de plus assez floue. Mais les spécialistes, eux, n'hésitent plus à avancer un scénario des plus inquiétants. On voit cela avec Nicolas Châteauneuf et Christophe Vignal. C'est la première fois que ces images sont rendues publiques par le ministère de la Défense japonais. Réalisé mercredi, ce survol de la centrale de Fukushima permet de constater avec précision l'ampleur des dégâts subis par les bâtiments des réacteurs. Les mêmes bâtiments photographiés par des caméras thermiques. On y voit nettement les zones de forte chaleur. Avec toujours cette inquiétude grandissante sur l'état du réacteur numéro 3. Autour de cet enchevêtrement d'acier et de béton, les taux de radioactivité restent élevés. Des fumées s'échappent régulièrement. Et ce matin, les autorités japonaises reconnaissaient que la situation
était précaire. Actuellement, il est hautement probable que le combustible nucléaire du réacteur numéro 3 ait subi des dommages. Nous pensons que les fuites d'eau radioactives proviennent de là. À l'intérieur du réacteur numéro 3, l'absence de refroidissement a fait fondre une partie des barres de combustible nucléaire. Le pire scénario verrait se former un magma très corrosif qui s'écoulerait dans l'enceinte de confinement. Or, cette dernière n'est plus étanche. La radioactivité pourrait alors franchir un nouveau seuil. Pour l'instant, les experts japonais se veulent rassurants. Mais hier, 3 techniciens ont été irradiés autour du réacteur numéro 3. 2 d'entre eux ont été hospitalisés. Autre source d'inquiétude à Tokyo, où des niveaux anormaux de radioactivité ont été décelés sur des légumes cultivés à 250 km de Fukushima. Ces dépôts sur des produits végétaux et sur le sol dépassent la zone des 30 km. La pluie influence les dépôts et donc on peut très bien avoir une situation très hétérogène en termes de contamination au sol. Les produits de la mer sont également sous surveillance. Poissons et mollusques sont régulièrement analysés. Au large de la centrale, des taux anormalement élevés de radioactivité ont été signalés. Les autorités reprochent à TEPCO de ne pas suffisamment protéger ces hommes. Le fait que l'eau ait pénétré dans leurs chaussures soulève des interrogations sur leurs moyens de protection. Si un examen préalable de la zone de travail avait été correctement effectué, les travailleurs auraient été équipés avec une tenue adéquate. Les opérations de refroidissement pourraient prendre encore au moins un mois. Des barges américaines viennent ravitailler les pompiers en eau douce, car la présence massive de sel augmente à présent le risque de défaillance des appareils. Qui est accusé surtout de travestir la vérité, d'avoir des déclarations contradictoires, de ne pas savoir où aller. Elle est dirigée contre les médias qui sont accusés d'être lénifiants, de vouloir rassurer à tout prix. Vous savez, le mot catastrophe, par exemple, je ne l'ai jamais vu encore exprimé ici au Japon. Et puis, elle est surtout exprimée contre la TEPCO, la société qui possède la centrale, qui est accusée à la fois de mensonges et surtout d'incompétence. Rebondissement, et maintenant c'est la scène cruciale. Il y a tout. Il y a le suspense terrifiant, on a 48 heures pour sauver le monde, il y a les grands moyens, les hélicos, l'armée, etc. Et puis il y a les héros, ces 180 liquidateurs de la centrale. Vous savez, TEPCO en avait 50 initialement, elle en a demandé 20 de plus. Eh bien, il y a eu 130 candidats. Dans un film, on leur mettrait, vous savez, le bandeau blanc des kamikaze. Maintenant, reste à savoir quelle sera la conclusion. Est-ce que ça sera une happy end hollywoodienne ou une fin à la japonaise avec un harakiri général? Le problème, c'est que ça n'est pas du cinéma. Et après ces dernières hypothèses en provenance du Japon, voici ce soir un autre éclairage. Depuis 15 jours maintenant, cette catastrophe nucléaire qui se joue fait écho à celle de l'Ukraine, que l'Ukraine a connue, celle de Tchernobyl en 86. Même si comparaison n'est pas toujours raison, chacune des situations ayant sa spécificité, nous avons voulu en savoir plus sur cette zone touchée il y a maintenant près de 25 ans, une zone dans laquelle on retrouve la ville de Naroditchi. C'est là-bas qu'Alban Mikosi et Sergueï Rodkov se sont rendus. À 60 km de Tchernobyl, Naroditchi est une ville fantôme. Beaucoup de maisons effondrées, abandonnées en urgence au premier jour de mai 86, lorsque les autorités ont reconnu la gravité de la contamination. Je me souviens d'un océan de larmes. Tout le monde pleurait. Les gens ne voulaient pas abandonner leur maison. 25 ans après, vivre ici est théoriquement interdit. En réalité, 3500 personnes habitent encore la ville, autour de la place Lénine, un café, des commerces. Le responsable des mesures est fier de nous montrer que le taux de radioactivité dans les rues ne dépasse plus 21 millisieverts, un niveau sans danger. Attirés par le faible coût des maisons, les familles sont revenues, comme avant. On fait pousser ses légumes dans le potager, sans crainte. J'ai l'habitude des radiations, ça fait 25 ans que c'est comme ça, alors je n'ai pas peur. Et pourtant, à la mairie, les documents sanitaires officiels sont effrayants. 454 enfants vivent ici, seulement 5% sont en pleine santé. Quant aux jeunes adultes, ils ont beaucoup de maladies de la thyroïde. Du coup, un programme international de surveillance suit la santé des enfants. Et puis les scientifiques développent des expériences de dépollution des sols. La plus avancée porte sur le colza.
La racine du colza s'enfonce jusqu'à 60 cm. Elle absorbe la radioactivité en profondeur et peu à peu dépollue le sol. Curieusement, c'est l'État japonais qui a financé cette expérience, sans imaginer bien sûr ce qui allait se passer. 25 ans après l'accident de Tchernobyl, la région est donc une sorte de laboratoire qui permet aux scientifiques du monde entier de comprendre les effets à long terme de la radioactivité.